Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres où on est nombreuses, que des femmes. Et on va parler des éditions Stock et des livres des éditions Stock. Mais vous savez que j'aime bien rendre hommage à des éditeurs, surtout en ce moment où il y a beaucoup de manœuvres dans l'édition qui peuvent être menaçantes pour la création. Et donc Stock a un anniversaire tout à fait particulier aujourd'hui, enfin cette année, c'est que c'est les 100 ans de la collection étrangère La Cosmopolite, qui est la plus ancienne collection de littérature étrangère en France, c'est quand même assez impressionnant. Donc j'ai invité Raphaël Libart pour qu'on en parle un peu, mais on n'est pas ici tourné vers le passé, on est tourné plutôt vers l'avenir. Alors on parlera d'un des derniers livres de la collection, d'un auteur que j'aime beaucoup, Sigrid Nunez, et puis j'ai invité deux auteurs de Stock aujourd'hui. Nathalie David-Veil pour l'atelier d'écriture, qui est un livre qui m'a à la fois fait rire, mais beaucoup fait rire, que je pourrais résumer par tout ce qu'il faut faire pour devenir un mauvais écrivain. Merci de la présentation. Et puis Michel Fitoussi. Alors les gens qui me connaissent à RCJ savent que je retire toujours les jaquettes, parce que j'ai horreur des jaquettes et des bandes, mais celle-là je l'ai laissée parce que je la trouve vraiment très belle. Très réussie. Je trouve vraiment très réussie, et j'ai laissé aussi les deux autres qui sont vraiment pas mal, je dois le reconnaître. Donc je vais peut-être changer mon avis sur les jaquettes. J'aime bien les livres nus. Bon, alors on va quand même commencer par cette fameuse Cosmopolite. Donc Raphaël, vous avez cette collection sur les épaules depuis 2016, c'est beaucoup, et c'est une collection qui a toujours en évolution, mais qui est patrimoniale, qui a fait découvrir au public français de nombreux auteurs, dont Carson McCullers par exemple, à laquelle je tiens beaucoup. Et donc comment vous avez vécu à la fois cet anniversaire et comment faire à la fois conserver ce patrimoine et faire évoluer cette collection. Par exemple, vous avez republié justement des Carson McCullers avec des préfaces actuelles. Vous avez republié des James Baldwin avec des préfaces actuelles. Alors, c'est tout l'enjeu, je pense, de cette collection aujourd'hui, c'est d'essayer de continuer à faire vivre son fond incroyable, parce que vous l'avez dit, donc c'est la première collection de littérature étrangère qui a été créée, même il y a un tout petit peu plus de 100 ans maintenant, donc en 1921, et qui n'a cessé de publier des auteurs absolument extraordinaires, qui à l'époque étaient les grands auteurs d'hier, qui sont devenus des classiques aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'essayer de conserver ce fond en faisant donc en veillant au grain à ce que les livres soient toujours disponible, en faisant des rééditions, des coups de projecteur, comme on a fait effectivement quand je suis arrivée en 1917, mais en 2017, en rééditant tout en grand format avec des préfaces d'auteurs contemporains, tous les livres de Carson McCullers. On a fait des rééditions des livres de Baldwin, on a réédité des nouvelles de Tourguenieff, pour faire découvrir aux lecteurs et aux libraires, qui sont nos premiers interlocuteurs, de ces auteurs. Et on se rend compte en les lisant qu'ils n'ont pas pris une ride. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Que se dire, tant d'années après l'écriture de ces livres, en fait, on les lit, on les redécouvre avec notre regard d'aujourd'hui et avec le même émoi que je pense que les lecteurs ont eu à l'époque où, à la fin des années 40, André B. a publié Carson McCullers pour la première fois. Et ça, c'est une partie du travail. Puis l'autre partie, c'est de continuer à publier des auteurs du monde entier, parce que la vocation, elle porte bien son nom, de la Cosmopolite, c'est vraiment d'essayer de faire découvrir aux lecteurs français des auteurs qui viennent il n'y a aucun territoire qui est interdit, aucune langue qui est interdite. Donc on essaie, bien sûr, on publie beaucoup d'auteurs anglo-saxons, mais on publie, cette année, on va publier, l'année prochaine, des auteurs allemands. Cette année, on a publié des traductions de l'arabe, du néerlandais, de la Colombie. C'est vraiment, et de trouver des voix qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui sont des voix littéraires, parce que ça reste une collection qui est quand même des très belles collections littéraires. Et on peut jamais savoir, mais l'idée, c'est que ces auteurs d'aujourd'hui deviennent les grands de demain, et peut-être parce que parmi eux, que certains deviennent des futurs classiques. Donc, parmi vos découvertes récentes, la grande réussite, c'est Maria Stepanova. Non, c'était un gros livre, c'était pas gagné d'avance, et vous avez eu le courage de le publier. Il a eu un grand succès. Ah, ça a été une magnifique histoire. Donc, ce texte en mémoire de la mémoire de Maria Stepanova, qui d'ailleurs est parce que traduit par Anne Koldéfi, et qui avait une traduction Anne Koldéfi-Fokar magnifique. Et ce qui est amusant, c'est que le premier travail d'Anne Koldéfi-Fokar, il y a
plus d'une quarantaine d'années, c'était d'être lectrice et éditrice de titres russes dans la Cosmopolite. Et ce livre de Maria Stepanova, En mémoire de la mémoire, donc on a publié en septembre, un peu après les autres, il avait été publié dans 28 langues, je crois, ce qui est quand même extraordinaire, a reçu effectivement le prix du meilleur livre étranger pour la non-fiction, a eu une presse magnifique, et c'est vraiment une autrice qui a été découverte et dont on va poursuivre avec ses prochains livres. Parce que c'est vraiment aussi au cœur de la démarche de la Cosmopolite, c'est la politique d'auteur, qui est de plus en plus difficile, je pense, aujourd'hui à suivre, puisque on nous laisse de moins en moins de temps. Autrefois, on pouvait publier 7 livres d'un auteur en espérant qu'un jour il décolle. Bon, aujourd'hui, c'est moins que cela, mais c'est vrai que chez Stock, on a cette tradition et qu'on est dans cette démarche d'un temps encore assez long et de suivre nos auteurs, et que parfois ils font de la non-fiction, parfois ils font des romans, et on les suit un peu importe les genres qu'ils choisissent. Alors, comme je voudrais qu'on ait quand même le temps de parler de tout le monde, c'est difficile parce qu'on pourrait faire une émission d'1 heure sur chacun des livres. Alors, c'est un peu compliqué, plus la Cosmopolis, mais on va y arriver. Donc, Michel Fitoussi, vous avez déjà écrit beaucoup de livres. Vous savez qu'il y en avait un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Janet, parce que c'est une évocation de Janet Flanner qu'on a beaucoup aimé, vous et moi, et qui, grâce à vous d'ailleurs, a été republié aux éditions du Sous-sol. Vous avez sorti de l'oubli parce que les gens qui ne sont pas tellement intéressés aux New-Yorkers et à l'histoire de l'avant-guerre et de l'entre-deux-guerres, disons, et avait oublié Janet Flanner, et vous êtes passionné par elle. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai été éblouie. Oui, c'était une vraie découverte, grâce d'ailleurs à une autre biographie que j'avais écrite précédemment, qui était Helena Rubinstein. Elles avaient des liens communs, et c'est comme ça que je me suis vraiment passionnée pour Janet Flanner. Vraiment passionnée, que c'était vraiment une journaliste qui est arrivée en France dans les années 20, après avoir quitté son Amérique natale, très étouffée par sa famille protestante des Quakers. Elle était homosexuelle, elle est partie avec sa compagne, et elle a vécu toute la vie flamboyante du Paris d'entre les deux guerres, avec ses amis qui étaient Scott Fitzgerald, Hemingway, les 2 libraires de la rue de l'Odéon, enfin énormément de monde. Et elle est devenue en 1925, chroniqueuse au New Yorker, chargée de Paris. Et elle a fait une immense carrière de journaliste. Elle ne s'est pas contentée de ça. Ça, c'était vraiment une femme vraiment absolument formidable. Et alors, La famille de Pantin, que vous publiez aujourd'hui, commence en fait par une histoire de cimetière. Donc, on pourrait se dire que ça va être un livre un peu triste, et pas du tout. C'est un livre absolument vivant, j'allais dire, très avec des personnages magnifiques, un livre très drôle, enfin un livre nostalgique, mais d'une nostalgie heureuse, enfin d'une belle nostalgie. Au début, ça m'a évoqué tout de suite cette phrase de Beckett qui disait « Quand on ne s'occupe pas de son passé, un jour le passé s'occupe de vous ». C'est tout à fait ça. Et quelqu'un m'a demandé, mais vous avez mis combien de temps à écrire ce livre ? J'ai dit 30 ans et 3 ans. 30 ans parce que ça fait 30 ans que j'y pense et que j'avais fait une première tentative il y a une trentaine d'années d'écrire l'histoire de ma famille née en Tunisie, de la communauté juive de Tunisie, où je suis née d'ailleurs. Et puis j'ai fait ça sous forme de roman, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai repris ça, et effectivement, à chaque fois que j'allais au cimetière de Pantin visiter nos morts, ma mère, mon oncle, ma tante, mes grands-parents maternels, je voyais une scène extrêmement cocasse, c'est-à-dire qu'on se perd dans les cimetières comme tout le monde se perd, et on cherche les tombes. Et en même temps un peu nostalgique, parce qu'en regardant les noms des gens qui étaient enterrés, je voyais l'histoire et la géographie du monde juif, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient partis, qui s'étaient exilés, comme nous étions exilés. Et j'ai pensé à la phrase d'Albert Memmi, à tous ces gens savaient que comme il est harassant de naître quelque part et de mourir ailleurs, qui est un peu la tragédie du peuple juif. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai retiré tous les fils qui me reliaient à ma famille de Pantin. Donc, c'est une phrase de ma tante qui a toujours dit « Allons rendre visite à notre famille de Pantin, la famille du dessous ». Et que j'ai décidé d'écrire en récit cette fois l'histoire de ma famille, alliée, couplée avec l'histoire des Juifs de Tunisie, qui est une très longue et très belle et très vieille histoire, et très intéressante malgré ce que je pensais en fait. Mais justement, on voit bien que c'est pas un biais historique qui vous a vraiment aussi remise dans le bain, parce qu'à un moment, vous dites que pendant longtemps, vous avez voulu être différente de la tribu, c'est-à-dire rompre.
complètement. Moi, je suis née française, en Tunisie, française, de parents français, de grands-parents naturalisés français dans les années 20, quand ils ont pu devenir français grâce au protectorat. Et moi, on m'a élevée dans la langue française, je ne parle pas arabe, j'ai toujours lu, j'ai su lire à l'âge de 4 ans. Donc pour moi, c'était une langue qui m'habitait et j'ai toujours voulu devenir écrivain et l'écrire. J'ai toujours lu énormément. Et quand je suis arrivée en France, moi, quand on me disait t'es tunisienne, t'es née en Tunisie, donc t'es tunisienne, j'aurais pu me casser la figure de mes petites camarades. En réalité, je me pensais française, je me voyais française et je ne voyais pas le lien que je pouvais avoir avec les gens de la tribu, de la mienne, mais autour, l'accent, les mains parler avec les mains. D'ailleurs, je parle avec les mains toujours. Toutes ces choses que à la fois je rejetais et en même temps qui me faisaient du bien parce que c'était ma famille en réalité. Comme je rejetais aussi, je rejetais le fait d'être née en Tunisie, parce que je trouvais ça, j'aurais préféré New York, c'est beaucoup plus chic quand même. Je rejetais mon judaïsme parce que je ne suis pas pratiquante, je suis athée, mais en même temps, je suis totalement dans la judéité, c'est une évidence pour moi. Donc tout ça, il a fallu renouer les fils pour que je puisse enfin comprendre. Il a fallu du temps. Vous savez, l'identité, c'est un chemin. Mais vous dites que votre premier intérêt, finalement, est passé par l'histoire. Quand d'un coup, vous avez découvert Carthage, etc., vous vous êtes dit, il faut creuser aussi ce sillon-là, parce qu'il y a les deux dans le livre. C'est ça. Quand j'avais 14 ans, ou même pas 12 ans, j'étais en classe de 5e, j'apprenais le latin et évidemment l'histoire aussi des Romains et Carthage. Et là, je me suis dit, tiens, c'est un intérêt. Peut-être que Scipion, peut-être qu'Hannibal et Hamilcar, pardon, pas Scipion, peut-être qu'Hannibal et Hamilcar sont mes tontons lointains. Et donc, ça a commencé à m'intéresser. J'étais passionnée par les ruines de Carthage. Et puis, peu à peu, c'est vrai que l'intérêt m'est venu. Bon, j'ai épousé un Français de France, comme on disait en Afrique du Nord. Voilà, mes 2 enfants sont mélangés et en même temps, on les a pas du tout élevés dans la religion. Puis, peu à peu, ça m'est revenu, c'est revenu en moi. Tout ça est revenu. Il a fallu vraiment que je cherche. Et l'histoire, bien sûr, parce que je me suis dit que écrire un livre sur ma famille, la famille de Pantin et la famille d'aujourd'hui et la famille d'hier, c'était bien, mais c'était peut-être pas suffisant. Je voulais pas écrire simplement une chronique des miens, je voulais aussi les replacer dans cette histoire, l'histoire de la Tunisie qui a commencé il y a très très longtemps, des Juifs de Tunisie, probablement après la destruction du premier temple. Il y a eu, les Juifs sont arrivés, ont peuplé le Maghreb, enfin sont arrivés dans le Maghreb, ils l'ont pas peuplé parce qu'ils n'étaient pas énormément, et puis ils étaient là avant tout le monde, avant les Grecs, avant les Romains, avant les chrétiens, ils ont rencontré des Berbères, et puis après les communautés ont grossi, les Livournais sont arrivés au XVIIe siècle, donc c'est vraiment une histoire qui commence avant la conquête arabe, au 8e siècle, et que j'avais vraiment à cœur de raconter. Mais Michel Fitoussi, je disais qu'il y avait des personnages extraordinaires dans ce livre. Donc je voudrais qu'on parle un peu de 3, par exemple, qui m'ont vraiment plu. La tante Pim, d'abord, et puis aussi Albert et Sarah. Mais cette tante Pim, je la trouve extraordinaire. On a envie de la rencontrer tout de suite. Ah, elle existe, tante Pim. Pim n'est pas son prénom, c'est son surnom. Nous, on l'a toujours appelée comme ça, parce qu'elle avait un petit chignon, comme un bun, quoi. Et il y avait une bande dessinée dans mon enfance qui s'appelait Pim Pam Poum et Pipo. Et Pim, c'était la tante Pim. Et donc, on l'a toujours surnommée comme ça. Et c'est une femme extraordinaire, une femme fantasque, une femme drôle, une femme qui a toujours des punchlines. C'est elle qui nous disait sur le fil WhatsApp « Il est temps de rendre visite à la famille de Pantin ». Elle nous fait beaucoup rire. Elle a plus de 80 ans aujourd'hui, donc elle est toujours restée ainsi. Elle a été un peu ma mère adoptive avec et elle s'est toujours occupée de nous. Et chaque fois que j'ai besoin de rire, chaque fois que j'ai besoin de réconfort, je l'appelle. Elle est absolument magnifique. Et c'est la fille, c'était la sœur de ma mère, et c'est la fille de Albert et de Sarah. Albert était mon grand-père, un monsieur extrêmement sympathique et drôle qui a ouvert une mercerie en sortant de la Hara du ghetto où les Juifs étaient confinés et qui en sont sortis peu à peu au moment du protectorat. Il a ouvert une mercerie à Tunis où j'adorais aller. C'était quand j'étais enfant, puisque moi je suis restée jusqu'à 5 ans en Tunisie, puis j'y suis retournée pas mal de fois. Et c'était un farceur, il adorait faire des blagues. Et une des premières blagues qu'il avait faites, c'était à sa femme, ma grand-mère, Sarah, qui savait pas cuisiner, qui était une toute jeune mariée. Elle s'est mariée à 17 ans, il en avait 30. Et quand elle faisait le couscous, comme lui avait appris sa mère, donc elle savait pas très bien le faire, et il faisait des petits bateaux en papier, parce qu'il trouvait que son bouillon était beaucoup trop liquide. Et le jour où elle était vraiment très vexée, et puis le jour où il a trouvé que son bouillon ça allait, il a arrêté de faire des petits bateaux, et il a fait des blagues comme ça,
tout Tunis le connaissait, tout le monde m'en parlait, tout le monde disait « Ah, ton grand-père, vraiment, c'était un numéro », et ça l'était vraiment. Vous l'avez connu ? Je l'ai très bien connu et c'était un homme d'un courage absolu parce que pendant la guerre, vous savez que les Allemands ont occupé la Tunisie entre novembre 42 et mai 43. C'est un des seuls pays hors d'Europe, enfin le seul pays, je crois, hors d'Europe où les Allemands sont arrivés. Et lui a été enfermé en tant qu'otage par les Allemands qui réclamaient des rançons, qui réclamaient des travailleurs de force, etc. Et il a contracté une maladie, une gangrène. Il a été amputé après la guerre. Et donc, c'est un monsieur qui, à 40 ans, marchait sur 2 béquilles. Et quand il est arrivé en France, il a tout recommencé. L'exil a fait qu'il n'avait pas d'argent, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas de retraite. Et il était mercier, donc il a recommencé. Il était mercier rue du Faubourg Saint-Denis. Et il a ouvert une toute petite boutique. Et il habitait à 500 mètres, mais pas de taxi. Donc il marchait, il faisait du boulevard de Strasbourg où il habitait, à la rue du Faubourg Saint-Denis, sur ses béquilles, vaillamment, sans jamais se plaindre. Et c'est un peu à l'image de tous ces gens qui ont connu l'exil. Eux sont arrivés en 67, parmi les derniers, et qui ne se sont jamais plaints, et qui ont recommencé vaillamment. Il fallait avancer, quoi. Mais il faut lire ce livre aussi pour tous ces personnages qui sont absolument là, vivants dans ce livre. Alors, j'ai vu que vous aviez fait ce fameux test ADN là, de MyHeritage, et il paraît que vous êtes à 13% Ashkénaze. Alors, c'est ce que j'ai dit à mon compagnon qui, lui, est à 100%, je crois, ou même à 200% Ashkénaze. Et ma fille m'a dit, jette les 13%. Mais bon, je les garde. Voilà, c'est peut-être ma mélancolie, en fait, parce que je suis aussi un peu mélancolique. Oui, et puis j'adore cet héritage. En fait, il y a des juives tunisiennes, grecques, italiennes et un peu d'ashkénazi aussi en moi. Mais justement, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre, qui est « Je me sens comme quelqu'un qui a trouvé un trésor longtemps convoité et ne peut le partager avec personne ». Oui, c'est retrouver cette identité, c'est-à-dire faisant ce test ADN et qui est à propos du test ADN, c'est ça, hein, voilà. Tout à l'heure, on évoquait le fait que parfois on oublie un peu ce qu'on a écrit. Non. Oui, mais non, c'est à propos du test ADN. Effectivement, j'étais très très heureuse d'avoir ce test et ces résultats parce que je me suis dit bon, ça y est, enfin. Je commence à mettre les morceaux du puzzle ensemble et récupérer mon identité. En réalité, c'était pas tellement de cela dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un fil conducteur qui me fasse finalement déployer tout ce que j'étais, juive, tunisienne, née en Tunisie, française, et puis tout ce que j'ai rajouté en chemin. Et c'est ça qui était en fond très, très important pour moi dans ce livre. Mais c'est terrible parce que vous m'avez donné envie de faire ce test. Faites-le. Et puis moi, j'ai fait aussi. Après, vous avez foncé dans la généalogie. C'est ça, moi, exactement. Et en fait, grâce aux algorithmes, vous rencontrez des gens qui sont vos cousins, donc vous ne soupçonnez pas leur existence, et eux vous font remonter. Moi, je suis remontée jusqu'à 1710, et je suis remontée jusqu'à. Alors, je rigole parce qu'effectivement, c'est un blason un peu en carton, hein, mais et je pensais à un de mes oncles qui aurait dit nous sommes des chevaliers avec comme devise de boutargue et de thon, qui sont les 2 facettes les plus connues des juifs tunisiens. Mais c'est vrai que moi, je suis allée dans la Harad de Tunis, j'ai trouvé la rue El Gariani où mes arrière-grands-parents habitaient, et là, vraiment, c'était une petite danse de joie parce que je me suis dit, c'est vrai, ça existe, ils étaient là, je les connais, ils sont peut-être proches, et j'ai essayé de les imaginer, et ça a été absolument formidable. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est « Je veux prendre des juifs la meilleure part ». Oui, parce que en fait, ça c'est très positif. C'est très positif, voilà, parce qu'il y a une histoire qui est quand même très tragique dans l'histoire du peuple juif, une histoire faite de massacres qui commence très tôt. Bon, l'Inquisition a été, les massacres en tout cas de chrétiens, et les chrétiens et les musulmans qui ont massacré les juifs en Espagne et surtout les chrétiens qui les ont forcés à fuir. Et puis bon, là évidemment la Shoah et puis tout ça et puis même encore extrêmement récemment, hier, l'assassinat de jeunes hommes juifs à la synagogue de la Griba, dont je parle dans mon livre aussi. C'est vraiment une histoire d'antisémitisme, de massacre terrible. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement positif dans le peuple juif. Il y a la joie, il y a la volonté de vivre, il y a cette joie de vivre, celle qui place la vie par-dessus tout. C'est tellement important. Les chaim à la vie, c'est le toast qu'on porte. Il y a aussi, c'est le peuple du livre,
livre, c'est le peuple de la sagesse, c'est le peuple des gens qui aiment la culture, qui aiment les textes, qui aiment la tradition écrite. Donc tout ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure part et c'est celle-là que je veux célébrer avant tout, avant la tristesse qui malheureusement est toujours là et existe toujours. Et je dois dire aussi, Michel Fitoussi, que j'étais très heureuse que vous rendiez un hommage à Gisèle Halimi, parce que comme elle a tenu des propos extrêmement stupides, il faut bien reconnaître, sur Israël, elle est un peu mise à l'écart. Quand on a fait ce numéro de l'Arche sur les Juifs de Tunisie, j'ai eu beaucoup de mal à imposer que son nom y figure. Écoutez, moi je pense qu'il faut, d'abord tout le monde peut avoir les opinions qu'il veut, tout le monde peut se tromper, et moi je trouve que Gisèle Halimi, qui aurait l'âge que mon père, qui est bien vivant, aurait aujourd'hui, c'est-à-dire 96 ans, ils étaient de la même année, 1927. Ils ont été stagiaires ensemble dans le même cabinet, celui du bâtonnier Elie Nataf à Tunis. Et c'est une femme qui s'est toujours battue pour s'en sortir. Elle est de Tunisie et moi, je l'aime particulièrement parce que je sais ce qu'elle a traversé. Je sais qu'elle s'est battue pour aller à l'école, elle s'est battue pour faire des études. Elle s'est tout le temps battue. C'est une femme de combat. C'est une femme qui a mené des combats très justes, d'autres qui le sont moins. Mais je trouve que rendre hommage à ces combats justes n'est pas une hérésie, au contraire, c'est extrêmement important. À part ça, effectivement, c'était une femme difficile, c'était une femme rude, c'était pas quelqu'un de forcément toujours sympathique, tout le monde le sait. Moi-même, d'ailleurs, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises quand j'étais journaliste à elle, en lui téléphonant et en étant reçue un peu sur les roses. Mais ça n'a aucune importance. Je pense qu'il faut rendre aux gens hommage aux gens qui ont fait des choses très importantes. Et elle, en tout cas, a été un rôle modèle, une femme exemplaire. Et venant de Tunisie, que je connais bien et sachant à quel point c'était difficile, surtout à son époque, je ne pouvais que lui rendre hommage. Et puis elle n'a jamais renié la Tunisie, elle adorait la Tunisie, elle m'a emmené, moi, voir la Goulette où elle avait vécu dans son enfance et c'était très émouvant. Et c'était très émouvant et c'était extrêmement important pour elle, je le sais. Et puis elle a écrit de nombreux livres où elle rend hommage à sa mère, Fritna, qui était une femme très dure avec elle et peut-être que la dureté de Gisèle Halimi vient de là, mais qui en même temps, était une femme qui l'a élevée, qui était une femme analphabète au fond. Et c'est vrai que venant du milieu d'où elle vient, c'est d'autant plus méritoire d'être arrivée là où elle a été, cette avocate de combat et de combat féministe très important. Michel Fitoussi, c'est quoi le Hida ? Le Rida, alors, je l'ai découvert par hasard. C'est un rabbin. Et moi qui n'aime pas beaucoup les rabbins, qui les aime pas du tout, d'ailleurs, à part quelques-uns, plutôt quelques-unes. Je parle d'Elphine Orviller, par exemple. J'ai adoré ce rabbin qui était un rabbin qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était né à Hébron et qui a été envoyé par sa communauté de Hébron, donc, pour aller faire la tournée et prendre de l'argent, récupérer de l'argent, des dons pour faire vivre cette communauté. Et il a écrit des chroniques. Et il a écrit des chroniques comme un journaliste. Il était très drôle. Il est allé en France. Il a assisté à la promenade du roi. Il est allé partout. Et il est allé en Tunisie. Et en Tunisie, il a documenté la Tunisie de façon très drôle. Par exemple, il s'étonnait que des mœurs des Tunisiens, des Touansa, donc des Tunisiens de culture arabe, qui mangeaient avec les mains, qui touchaient leurs pieds quand ils mangeaient. Il n'y avait pas de fourchette, ils n'étaient absolument pas raffinés. Et surtout, il s'étonnait parce que leurs femmes étaient assises derrière eux et les servaient. Et donc, en lisant les chroniques du Rida sur la Tunisie, puisque vous avez rappelé que j'avais parlé d'histoire, mais j'ai aussi documenté. C'est toujours un peu mon obsession. J'ai retrouvé ce Rida qui m'a paru au fond très sympathique. Et comme je me suis tout autorisée dans ce livre et à parler de ce que je voulais, de ce que j'aimais, eh bien j'ai parlé du Rida qui s'appelait en réalité Chaim Yosef David Azoulay et qu'on surnommait le Rida du nom de ses initiales. C'était un acronyme. Et alors tout à l'heure, vous avez évoqué la figure de votre mère, donc je voudrais lire un petit passage. Parce qu'on vous a parlé du passé de votre mère et vous dites « On aurait dit que nous avions deux mères, l'une solaire qui habitait de l'autre côté de la Méditerranée, l'autre plus sombre qui vivait ici comme si la grisaille de Paris, mêlée à celle de l'exil, avait déteint sur elle. » Oui, je vous remercie infiniment. Ça m'émeut beaucoup que vous évoquiez ce passage sur maman. Je ne pouvais pas ne pas parler d'elle. C'était une femme qui était maniaco-dépressif, comme on dit aujourd'hui, bipolaire, plutôt on le dit aujourd'hui bipolaire, et que j'aimais énormément, qui est décédée il y a 10 ans, et qui était une femme à la fois fantasque, drôle, avec un humour percutant, qui nous a élevés, ma sœur et moi, en nous donnant l'amour des bonnes choses, des belles choses, de la mode par exemple, et de la générosité, de la gaieté tunisienne, et qui m'ont
aussi avait des moments sombres, mélancoliques, même plus que mélancoliques. Et ça a été un peu compliqué, une enfance un peu bousculée. Mais en même temps, voilà, j'avais très envie de lui rendre hommage et c'est ce que j'ai fait dans ce livre aussi, puisque je rendais hommage à tout le monde. Mais Michel Fitoussi, une dernière question que vous posez vous-même. L'exil est-il toujours gravé en nous ? Je crois, et il m'est arrivé il y a un mois, j'ai fait une rencontre en librairie et une jeune femme qui s'appelle Myriam Thibault, qui donne des ateliers d'écriture à la Sorbonne, avait lu tous mes livres, enfin tous mes derniers livres. Et puis elle m'a dit cette chose incroyable, elle m'a dit « Je vous ai lu et j'ai trouvé un point commun dans tous vos livres ». Alors moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise « Tous vos personnages sont des héroïnes féminines ». Bon, voilà, c'est banal que de le dire parce que c'est vrai. Et elle m'a dit « Tous vos personnages sont des exilés. Elena Rubinstein est une exilée, Janet Fanner est une exilée. Dans La nuit de Bombay, où je raconte l'histoire d'une communauté malgache qui venait d'Inde et de Lumia Hariji, qui avait fondé Princesse Tata, mais qui est morte à Bombay, était une exilée. C'est vrai que tous les personnages... Malika Ophkir, dont j'ai raconté l'histoire et qui a été exilée dans son propre pays... Tous ces personnages sont des exilés. Je ne m'en suis pas du tout rendu compte. J'ai dit merci docteur et j'ai rigolé, mais ça m'a beaucoup, ça me poursuit encore aujourd'hui. Et c'est vrai que au fond, ce livre est peut-être la quintessence de l'exil. Donc en tout cas en moi, sans que je m'en rende compte, dans mon travail d'écrivain, il est resté gravé en moi. Alors justement, le mot a été prononcé, atelier d'écriture. Donc Nathalie David-Veil, atelier d'écriture. Je voudrais dire la phrase de Marguerite Duras qui est au tout début. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. Et ça m'a rappelé ce que m'a dit un jour Philippe Roth en disant chaque fois que je commence un livre, je suis toujours un amateur. Mais alors, donc, qu'est-ce qui vous a pris à votre héroïne, qu'est-ce qui lui a pris d'accepter d'aller dans un atelier d'écriture ? Elle n'en avait aucune envie. Mais c'est un peu comme aller chez le psychanalyste. Personne n'en a jamais envie, mais en même temps, les gens qui viennent, je donne un atelier d'écriture, donc je vois bien les gens qui viennent, il y a tout un tas de cas de figure, mais la principale, c'est qu'ils ont un blocage quelque part, qu'ils n'y arrivent plus tout seuls et qu'ils ont envie de partager ce qu'ils écrivent ou dans le cas de mon atelier d'écriture, on lit des textes et donc ça permet déjà de se cultiver, mais plus exactement de rentrer, d'analyser comment arrive un personnage, comment on fait une description, et puis de partager ce qu'on écrit avec les autres. Et donc, ça dédramatise et ça permet... L'autre grand intérêt, c'est que chaque semaine ou chaque mois, c'est un rendez-vous et on est obligé d'avancer dans ce qu'on écrit. Et donc, on n'est pas seul. Parce qu'en fait, le problème des gens qui écrivent souvent, c'est qu'ils n'osent pas. Ils sont tétanisés par cette petite voix intérieure qui dit « c'est nul, ça ne va intéresser personne, ça ne vaut rien par rapport à tous les grands de la littérature, qu'est-ce que je vais apporter ?» Bien, tout le monde, en fait, a une voix. Et puis, si on a envie, surtout, il faut le faire. C'est ça l'idée. Alors, je ne crois pas qu'on devienne... La vraie question, c'est est-ce qu'on devient écrivain ? J'ai eu un journaliste qui m'a posé cette question. Est-ce qu'on devient écrivain ? Eh bien, oui, peut-être, mais pas forcément. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même de... Si on a envie de prendre des cours de chant, c'est pas pour ça qu'on va aller chanter à la Scala, mais on a le droit de chanter. C'est à peu près pareil. Mais justement, parce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a deux directions pour moi, il y a deux voies. Il y a une voie un peu ironique, qui est ce que vous faites, les fiches. Alors évidemment, oui. Les fiches, si on les suit, c'est ce que je disais au tout début, comment devenir un mauvais écrivain, suivre les fiches. Mais en même temps, il y a un parcours avec des gens qui ont une histoire, avec des gens qui osent entrer dans leur histoire, essayer de formuler cette histoire en mots. Et ça, c'est ce qui est pour moi très touchant dans ce livre. C'est les personnages. Plus que... je me suis dit que vous étiez amusé. Donner des fiches, c'est montrer aussi comment il faut les subvertir. Absolument. Il y a Somerset Maugham qui dit « Il y a 3 règles essentielles à suivre pour écrire un roman, mais personne ne les connaît. » Et donc, oui, c'est exactement ça. Formidable. Absolument magnifique. Mais en effet, suivre, et c'est ce que je fais avec mon atelier d'écriture, quel que soit l'âge des gens d'ailleurs, mais on connaît l'essentiel des gens, on connaît leurs névroses, on connaît leurs passions, et on ne sait rien d'eux, on ne sait pas s'ils sont mariés, ce qu'ils font comme métier. C'est l'inverse de la vie sociale, si je puis dire, dans les ateliers d'écriture, et c'est absolument passionnant parce qu'on voit en plus les progrès, l'évolution, on commence à les connaître, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. C'est incroyablement passionnant.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi très très bien, c'est que la personne qui fait l'atelier d'écriture, je ne sais pas si c'est vous ou pas vous, mais la personne qui fait l'atelier d'écriture fait lire, alors que souvent, chez les apprentis écrivains, ils nous expliquent qu'ils sont tellement dans la création qu'ils n'ont pas le temps de lire. Alors, je n'ai jamais connu de grands écrivains qui ne lisaient pas. Et donc là, la personne de l'atelier d'écriture les fait lire. Flaubert, la correspondance de Flaubert est évoquée, De sang-froid de Truman Capote, évidemment. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, et aussi Emmanuel Carrère. Et c'est pas vraiment pour leur donner des modèles, c'est pour leur dire qu'il faut peut-être un moment laisser aller. Oui, je vous remercie parce qu'en effet, mon atelier d'écriture, je commence toujours par des textes. Et moi, je crois que c'est important de lire pour écrire. Hein. C'est pas, et puis en plus, c'est formidable de lire. Plus on lit, plus on connaît de méthodes, d'exemples, etc. Et pour en revenir à mes personnages, dans mon roman, donc l'atelier d'écriture, il y a mon héroïne qui n'a aucune envie d'aller dans un atelier d'écriture parce qu'elle est dans une impasse totale dans sa vie. Elle a 33 ans, elle ne sait plus quoi faire, elle est au chômage. Et sa copine Nikki lui dit... mais ça va pas très fort avec son homme. Ça va très mal. Tout va mal, mais comme souvent, quand tout va mal, c'est... sa copine Nikki lui dit « mais viens donc dans mon atelier d'écriture ». Or, elle a écrit un livre de recettes, donc elle sait ce que c'est que de publier un livre. Et puis, elle a beaucoup écrit, elle sait qu'elle n'y arrive pas, elle est complètement frustrée. Et donc, il y a ces deux amis, et puis il y a un veuf qui a 70 ans. C'est le personnage le plus touchant, je trouve. Je vous remercie. Je l'aime bien. Moi aussi, Georges. Je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien, ce Georges. Et puis, alors, il y a cette question extraordinaire, c'est est-ce que la littérature permet de s'emparer de la vie des autres ? Ça, c'est une affaire fondamentale. Oui. Mais c'est une affaire fondamentale, parce qu'on pique toujours quand on écrit ce qu'on a entendu, quelqu'un qu'on a rencontré, sa famille, enfin... et est-ce qu'on en a le droit ? Jusqu'à quel point ? C'est un vrai sujet que, effectivement, j'évoque ici. Oui, que plus ou moins vous répondez oui, ce qui est ma réponse. Vous croyez que j'ai répondu oui ? J'étais même pas sûre d'avoir répondu oui. Moi, j'ai senti comme ça, puisque justement, ce Georges, vous le poussez aussi à dire quelque chose de sa vie, mais qui concerne la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup de sa femme. Il parle beaucoup de sa femme, donc il s'empare. Vous avez raison. Il s'empare d'elle. Donc oui, il veut même récupérer ses lettres et sa correspondance pour écrire de son point de vue. Comme quoi, on lit jamais son propre livre. Mais c'est peut-être pas la seule lecture possible. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que au début, on voit, je vais lire un tout petit passage là, qu'ils abusent du passé et le présent de narration, ils les connaissent pas. Et peu à peu, il faut les amener vers ça. Parce qu'au début, alors là, il y a un petit passage que j'ai beaucoup aimé parce que ça, je me suis dit, un livre qui commence comme ça, j'arrête moi. Fusionnel, passionnel, leur amour semblait éternel, sans qu'ils ne parlent jamais d'avenir. Ils étaient jeunes et seul le présent existait. Comme il avait étudié le chinois, son premier employeur l'expédia à Shanghai. Il partit sans envisager de la quitter. C'était une séparation géographique, rien de plus. Ils n'en parlèrent pas. Mais les mois passant, elle rencontra un jeune homme sans que cela ne changeât quoi que ce soit à ses yeux. Si l'amour de sa vie réapparaissait, elle n'aurait eu aucun mal à abandonner l'autre. C'était aussi simple que ça. Ça, c'est un passage qui m'a vraiment fait rire. Parce que c'est à la fois c'est touchant, mais il y a quelque chose de comique. Là, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui encore cherche son chemin. C'est ça. Là, vous avez cité un texte d'un des personnages qui écrit. Et donc, en fait, on voit aussi les écrits de chacun des personnages. Et là, c'est une jeune femme qui s'appelle Justine, qui est agent immobilier et qui aime, en fait, les histoires sentimentales et qui est un peu... on se dit qu'elle va peut-être faire carrière, qu'elle va faire des romans d'amour un peu... C'est ça. Et que peut-être... Alors, moi, je me dis, c'est terrible parce que quand je lis ce Georges qui me touche tellement, je dis, bon, celui-là, il va peut-être faire un livre. C'est le livre de sa vie. Et puis après, bon, ben voilà, il c'est pas écrivain. Mais juste elle va se dire, si, il y a un truc que je sais faire, et je vais être un vrai écrivain, et je vais faire des romans qui vont se vendre beaucoup. Et... Vous l'avez bien lu, c'est exactement ça l'idée. Et effectivement, dans l'atelier, il y a différents profils, c'est-à-dire ceux qui viennent, comme on fait un dessin, pour s'amuser 1 heure ou 2 heures par semaine, et puis ceux qui veulent réellement écrire des livres, et qui en font profession, et d'ailleurs qui sont édités.
Donc il y a un peu de tout, et c'est cette confrontation-là qui est intéressante. Et c'est pourquoi j'ai voulu raconter cet atelier d'écriture, parce que c'est un peu mystérieux. Je reviens au cabinet du psychanalyste où il y a cette série en thérapie où on voit les dessous, et c'est pareil. On a envie de voir ce qui s'y passe. Si on n'en fait pas partie, c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis chacun est différent. Je crois que chaque atelier est différent. Quand j'ai commencé mon atelier d'écriture, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir comment ça se passe. Donc j'ai été à un atelier d'écriture, je suis partie en courant. Ça m'a tellement intimidé l'idée de lire à haute voix ce qu'on venait d'écrire, alors que moi je réécris 50 fois avant de présenter. Parce que certains se précipitent pour écrire, vous le notez. Oui. Évidemment, votre héroïne principale, elle est un peu... Mais certains se précipitent et là ils se mettent à... Non, mon héroïne principale a beaucoup de blocages. Mais elle connaît la valeur de la littérature, donc elle sait que elle le prend au sérieux. Elle sait que c'est important, elle a envie de faire très bien, et cette quête de la perfection, en fait, vous bloque complètement. Parce qu'en fait, on finit par... les ateliers d'écriture sont là pour vous rassurer, pour vous encourager, pour dire, bon, mais en fait, un premier jet n'est là que pour réécrire. Mais Nathalie David-Weill, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que c'est un magnifique hommage à la fiction. Ah oui, Philippe Roth disait, plus personne ne sait dire de la fiction. On dit toujours que s'il y a un jeu, on pense que c'est un témoignage, etc. Et donc là, on voit que dans cet atelier, on explique que cette survalorisation des récits de vie, des récits intimes, on en a marre, qu'on veut de la fiction, qu'on veut rétablir la vérité de la fiction. Oui, ça c'est complètement mon point de vue, où j'aime bien la fiction, et c'est évidemment mon héroïne qui vit beaucoup plus dans la fiction que dans la vie réelle, ce que lui reproche d'ailleurs sa copine, qu'elle se souvient de rien, mais elle se souvient de comment est habillée Anna Karénine le jour où elle rencontre son amoureux, elle se souvient de tous les livres, mais alors pas du tout de la vraie vie, et effectivement cette projection dans la fiction m'amuse beaucoup. Parce qu'elle lit votre héroïne principale, elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup, et comme les gens qui, quand ils entendent un mot, se le transforment en chanson, elle, dès qu'elle entend une histoire, hop, ça lui rappelle un livre. Alors elle regarde un tableau, et puis ça lui fait penser à Karen Blixen, parce qu'elle pense au Danemark, et alors elle est partie dans Out of Africa. Et tout est comme ça. Elle veut rentrer. La première fois, elle est tellement intimidée qu'elle peut passer derrière un mur ou sous la table. Alors, elle pense au passe-muraille. À chaque événement ou micro-événement de sa vie, elle pense à un livre. Alors, elle en parle dans le livre, oui, évidemment. Mais c'est ça qui est terrible avec elle, c'est qu'elle est un personnage qui aime tellement la littérature et qui est tellement littéraire qu'elle ne va pas pouvoir écrire. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse écrire, malheureusement. Je le crains. Karen Blixen a été publiée dans la Cosmopolite, je le signale. Oui, c'est vrai. Mais quand même, vous êtes beaucoup amusée à faire ce livre. Beaucoup amusée. Moi, je me suis beaucoup amusée à le lire. Je vous remercie. Intéressée, j'ai aimé ces deux. Les fiches sont désopilantes, parce que ça, c'est les fiches. C'est vraiment comment devenir un très mauvais écrivain, quoi. On suit la fiche. Je vous trouve dur, parce qu'on peut... C'est indépendant. On peut devenir mauvais ou bon. Mais ça peut vous rassurer. Moi, je trouve que ce qui induit la création dans votre livre, c'est tout ce qui se passe en dehors des fiches. C'est-à-dire comment la personne qui fait l'atelier d'écriture explique comment il faut subvertir ces fiches pour pouvoir écrire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'héroïne... fait n'importe quoi. Elle fait pas du tout ce qu'on lui demande. Elle parle d'autre chose. Et elle finit par se réconcilier avec elle-même. Et c'est ce en quoi l'écriture est salvatrice. Dans ce sens-là. Je ne sais pas si mon héroïne va finir par écrire un livre, je ne le pense pas. Mais ça l'a réconciliée avec qui elle était. Ça lui a permis de réfléchir à son amitié, à ce que ça voulait dire, à son rapport aux hommes, à beaucoup de choses. Alors moi, le personnage que je préfère, je vous l'ai dit, c'est Georges. Mais il y en a un que je trouve très antipathique, c'est cet Antoine. Ah mais Antoine est très antipathique, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Il est très lisse, il est... à vrai dire, j'en avais écrit beaucoup plus. Et puis comme il est tellement antipathique, j'ai réduit.
ça, vous savez, comme dans les films où on dit on coupe. Donc j'ai enlevé beaucoup de pages d'Antoine parce qu'en fait, il était, voilà. Oui, parce qu'en fait, dans son dos, il fait des... Enfin bref, il est... Mais ça permet aussi, pour le livre, de voir à quel point Esther, mon héroïne, se trompe sur les gens dont elle tombe amoureuse. Vous savez, il y a des filles comme ça qui tombent toujours amoureuses des mauvaises personnes. Et puis elle recommence, et puis elle recommence. Et donc, c'est un éclairage sur mon héroïne, de voir qu'elle s'est trompée beaucoup. C'est pour ça qu'elle finira peut-être par écrire un livre sur tous les mauvais hommes qu'elle a pu rencontrer. Alors, il y en a quelqu'un qui n'est pas là, malheureusement, mais qu'on aime beaucoup. Hein. J'espère que vous l'aimez, vous aussi. Moi, j'ai découverte tardivement, grâce à Raphaël Libart. J'ai découverte avec L'Ami, le précédent livre. Magnifique livre. Absolument. Et là, alors, je reprends ma manie de retirer les bandes, n'est-ce pas? Le voilà tout nu, mais tout beau. Et alors, ça, c'est pas vraiment un roman au sens où on apprend à les construire dans un atelier d'écriture. C'est plutôt la déconstruction d'un roman comme ça. Et moi, je trouve ce livre assez bouleversant et drôle aussi, puisqu'elle a beaucoup d'humour, parce que ça commence par un personnage qui va voir un prof d'université un peu vieilli, qui fait une conférence. Alors bon, et sa conférence, tout a été dit dans un article qu'il a publié précédemment. Donc évidemment, tous les gens qui sont là ont lu l'article, puisqu'ils s'intéressent à cette question. Alors d'abord, c'est une conférence un peu apocalyptique sur le fait qu'on allait tous y passer, ce qu'on sait, mais enfin, pour lui, c'est rapidement. Et puis, tout le monde se dit, ce qui va être bien, c'est le débat. Et le type dit, c'est fini, il n'y a pas de débat. Il s'en va. Et on apprend un peu plus tard que c'était son ex. Mais c'est un livre qui est très étonnant de Sigrid Nunez. Elle a cette particularité je trouve, d'être très originale au sein de la littérature américaine. Parce que c'est une auteure, on sent qu'elle ne sort pas d'un atelier d'écriture, justement, parce qu'elle n'est pas... Ses livres sont toujours un peu à la croisée des genres. C'est un roman, mais par moments, on pourrait se demander, est-ce que c'est pas autobiographique? Non, ça ne l'est pas, mais elle fait exactement ce dont vous parliez à l'instant, à propos du livre de Nathalie David-Weill. Je pense qu'elle se nourrit de toutes les rencontres, de tous les gens qu'elle voit, de toutes ses expériences, et elle réussit à aborder les sujets les plus graves. Alors là, avec cet ex qui prêche l'apocalypse qui va arriver sur donc, le réchauffement climatique, le deuil, toujours, c'est des sujets, on pourrait se dire, oh là là, ça va être sinistre. D'ailleurs, c'est toujours des livres qui sont des livres très difficiles à raconter, parce que quand on part, si on ne raconte que la trame, l'histoire, on va se dire, oh là là. Ces trois livres ont la particularité et on sait qu'ils sont des bons livres parce qu'on ne peut pas les pitcher, comme on dit. Exactement. Si on les pitch, c'est fichu. Si on pitch Michel Fitoussi, ça veut rien dire, quoi. C'est l'histoire d'une fille tunisienne. Elle raconte sa vie de tunisienne. Non, c'est pas ça. Et puis vous, si on dit c'est l'histoire d'un atelier d'écriture, non, c'est pas ça non plus. Alors tout ça, ça fait des très bons livres, mais un gros casse-tête pour les éditeurs qui doivent rédiger la 4e de couverture. Et un gros casse-tête pour les journalistes qui doivent en parler. Non, parce pas écrire dessus. Dessus, mais en parler, c'est plus compliqué parce que là, ça part dans beaucoup de directions aussi. On a dit comme celui de Nathalie David-Weill, où il y a vraiment deux histoires de parcours, un parcours qu'on peut lire avec une certaine ironie et un parcours au contraire très touchant. Et dans celui de Michel Fitoussi, il y a un parcours historique et un parcours intime. Et là, il y a donc cette histoire avec l'ex qui prêche l'apocalypse, etc., mais il y a surtout l'accompagnement d'une femme qui va mourir. Et elle dit que la chose la pire, la chose la plus dure qui soit au monde, ça n'est pas de vieillir, c'est de voir vieillir les gens qu'on aime et de les voir mourir aussi. Et tout ce qu'elle écrit est toujours d'une justesse remarquable et d'un humour qu'elle insuffle, parce que ça pourrait être, c'est quand son amie, qui est une amie de jeunesse, même pas sa meilleure amie, qui vient la voir en lui disant « j'ai un service à te demander, voilà, j'ai une maladie en phase terminale, je voudrais mettre fin à mes jours et je voudrais que tu m'accompagnes, que tu partes avec moi en vacances et pendant la semaine, à un moment, je prendrai cette pilule. Bon, je dois dire la vérité, t'es la 3e personne à qui je demande, t'étais pas mon premier choix, mais bon, j'ai pas... » Et cette femme va accepter. Et du coup, ça permet d'aborder des sujets absolument gravissimes, mais avec tellement d'humour, tellement de finesse, tellement de justesse. Sigrid Nunez, elle fait partie de ces écrivains
où on a envie de tout noter, je trouve. Moi, j'ai tout le temps envie de prendre un stabilo et de surligner. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est vrai. Elle tombe toujours juste. Et puis, c'est des livres, il n'y a pas moi, je trouve qu'on commence à lire et puis on est pris par l'histoire, qui est peut-être une non-histoire à la fois, et on ne peut pas le lâcher. Et ça, c'est vraiment cette finesse, cette justesse, pour moi, qui fait qu'elle a une place tellement singulière dans la littérature américaine. Dans L'Ami, il y avait un charme. On ne pouvait pas... donc, cette histoire de chien énorme adopté par... Et là, il y a un chat. Il y a un charme fou, quoi. On n'arrive pas, quoi. C'est comme si elle vous charmait, comme si elle vous ensorcelait. Mais comme dans votre livre, Michel Fitoussi, comme dans celui de Nathalie David-Weill, il y a aussi des références à beaucoup d'autres écrivains. Chez vous, Albert Memmi, parcours parfois chez vous, on a parlé tout à l'heure, il y a pas mal d'écrivains. Et là, je voudrais lire un petit passage qui m'a beaucoup plu. Je me suis trompée de livre, alors évidemment, je me suis trompée de livre. J'ai dû le marquer là. Vous savez ce qu'il y a à la page 77 ? Voilà, c'est ça. Ah oui. Mais elle ne voulait garder aucun espoir, car si en presque 30 ans, elle n'avait pas rencontré un homme, pas un seul, qui soit devenu inéluctable, quelqu'un de plus fort et qui lui apporte le mystère qu'elle attendait, pas un seul homme qui soit vraiment un homme, et non un cas d'espèce, un paumé sans caractère ou un de ces êtres diminués dont le monde était plein, cela voulait dire que cet homme nouveau n'existait pas. Et on ne pouvait pas se contenter d'amabilité et de gentillesse, du moins quelque temps. On ne pouvait pas faire plus, et l'homme et la femme avaient tout intérêt à garder leur distance, à ne jamais avoir affaire ensemble, jusqu'à ce que chacun ait trouvé le moyen de sortir de la confusion, de la perturbation, de la discordance de toutes les relations. Pas mal, formidable. Non ? Formidable, oui. Ça vous plaît ? Pas très désespéré, mais formidable. C'est toujours des grands livres, finalement, sur l'amitié, du coup. Ça vous plaît ? Et alors, il y a quelque chose qui vous rejoint, Nathalie David-Weill, c'est la troisième partie du livre, commence comme ça, de Inger Christensen. Tout ce qu'un écrivain écrit aurait pu être écrit autrement, mais pas avant d'avoir été écrit. De même que toute vie aurait pu être vécue autrement, mais pas avant d'avoir été vécue. Ah, c'est magnifique. Eh oui, ça me parle. Si j'avais su, je l'aurais mis. Mais depuis que j'ai fini mon livre, je n'arrête pas de penser d'autres choses que j'aurais pu y écrire. Il faudra écrire un tome 2. Mais... Le drame avec les livres, quand on les termine, c'est qu'on se dit « mais j'aurais dû écrire ça, je ne l'ai pas écrit ». Mais peut-être que vous l'avez écrit en réalité et que vous ne vous en souvenez plus, ou peut-être que c'était subliminal. C'est déjà inscrit dans... C'est ce que je me dis pour me consoler chaque fois que je pense que non, je ne suis pas allée assez au bout des 450 livres que j'ai lus pour l'écrire et de tout ce que j'ai coupé aussi. Il peut y avoir une suite, Michel Fitoussi, à ça. Peut-être. Mais en tout cas, sur les Juifs de Tunisie, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ou probablement, mais peut-être dans mes personnages familiaux, il y a tellement d'histoires que j'ai coupées. Vous parlez de la Grèce à un moment. Oui, c'est vrai. Donc c'est voilà, mon pays d'élection. Peut-être il y a une autre Méditerranée qui se profile. C'est vrai, la Méditerranée de la Grèce, elle est semblable à celle de la Tunisie, mais elle est moins chargée d'histoire et de sens familial pour moi, donc elle est beaucoup plus légère. Mais Nathalie David-Weill, dans votre livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette magnifique éloge de la fiction que peut-être vous n'aviez pas réalisé comme ça en l'écrivant. Si. C'était pour ça que je l'ai écrit, à vrai dire. Je considère que c'est plus sur la lecture et sur toutes ce que ça vous apporte que sur l'écriture, qui n'est qu'une extension de la lecture. Parce qu'au fond, on écrit un livre parce qu'on a envie de le lire. Ce livre, il n'existe pas, sinon on ne l'écrirait pas. Donc, c'est comme ça que je vois l'écriture. C'est quand même l'extension de la littérature, de l'invention, de l'imaginaire, de cette vie autre, où on peut vivre plusieurs vies à la fois, ce qui fait quand même tout l'intérêt. Et alors, la deuxième partie de Sigrid Nunez et Raphaël Ebert, ça commence par une phrase de Jules Renard qui s'appelle « La mort n'est pas un artiste ». C'est très juste, je pense, et c'est ce qu'elle nous montre dans le livre, c'est que la mort, la façon dont on l'aborde, la mort qui va venir, c'est pas forcément très beau, et c'est pas forcément facile, et c'est pas forcément... c'est pas ça qui... Finalement, c'est pas tant la mort dans ce livre qui compte, c'est le chemin qu'on va prendre pour y arriver et la façon dont on va s'y préparer. Et justement, en lisant votre livre, je pensais à une phrase que Philippe Solers, qui vient de mourir, me disait souvent. Il me disait « La mort, ce n'est rien, mais le mourir, c'est toute une affaire ».
C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Parce que donc, il y a cette femme qui dit, bon, ça suffit maintenant, il faut en finir. Et puis, elle dit à cette amie, comme vous l'avez dit, t'étais pas mon premier choix, mais enfin, les autres n'ont pas l'air de vouloir, donc tu vas m'accompagner. Et puis, évidemment, elle a les petites pilules fatidiques. Et au milieu de leur séjour, enfin, dès qu'elles sont arrivées, elle dit, je les ai oubliées. Je les ai oubliées. Alors, l'autre se dit, ça va, ça veut dire qu'elle ne veut pas partir maintenant, quoi. Elle dit, non, il faut aller les chercher. Donc, elles vont les chercher. Et finalement, c'est très... Se mourir est très... comment je dirais, très évasif. Enfin, oui, parce que finalement... c'est pas tant qu'elle en a envie, c'est qu'elle sait qu'il va falloir à un moment et qu'elle veut que ça soit peut-être dans ses termes. Et puis il y a toutes les choses qu'elle aimerait faire avant se réconcilier avec sa fille. Il y a encore tellement de choses qu'elle aimerait vivre, qu'elle aimerait faire, qu'elle aimerait dire. Et le temps est compté. Et à la fois de se sentir maître de choisir elle quand sera le bon moment. Je pense que c'est ça qui l'a fait tenir et qui fait que finalement ces moments dans cette maison où elles sont toutes les deux, où il y a moult catastrophes, fuites d'eau en cascade, et c'est des moments de fou rire intense, c'est des moments de vie en fait, c'est des moments d'une vie intense extrêmement forte tout du long. Bon, il faut lire ce livre parce qu'il y a une chose dont j'aurais aimé qu'on parle, mais là on n'a plus le temps, c'est tout ce qu'il dit sur les femmes et l'âge. Et la femme qui fait du sport mais évidemment, moi, je suis vieille, je peux vous le dire, on peut rien contre la perte d'élasticité de la peau, voilà. Rien, absolument rien. On n'y peut rien. On a beau s'agiter, ça marche comme ça. Donc, écoutez, il faut peut-être écrire. Vous verrez ça en lisant Nathalie David Veil, mais il faut surtout lire. Alors voilà, donc là, il y en a 3 pour le week-end. C'est bien. Il y a à nouveau, bientôt, c'est l'Ascension. Donc, ça va faire un très grand week-end pour beaucoup de gens. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors là, vous avez le temps, 1 par jour. Alors, il faut commencer par Michel, je crois. Après, il faut aller chez Nathalie David Veil pour réfléchir sur si on veut écrire ou pas. Et ensuite, il faut aller chez Sigrid Dunez pour réfléchir sur ce qu'on est en train de devenir comme femme. Merci à toutes les 3, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vive la Cosmopolite. Merci. Et les éditions Stock.